Mon nom est Marguerite Dubois, et à 65 ans, je n'aurais jamais imaginé vivre le jour le plus amer de ma vie en plein cœur de Lyon. Le vignoble que j'ai bâti de mes propres mains pendant 4 décennies, sur les collines dorées du Beaujolais, a toujours été ma plus grande fierté. Chaque bouteille issue de notre propriété ne portait pas seulement la saveur unique des raisins cultivés avec amour, mais aussi la promesse d'un héritage que je rêvais de laisser à mon fils unique, Antoine. En ce matin froid d'octobre, alors que je marchais dans les rues pavées du Vieux-Lyon, observant les feuilles orangées danser au vent, je croyais encore que mon fils m'aimait et respectait le travail d'une vie entière. Comme je me suis trompée sur ses véritables intentions. La réunion de famille était fixée à 14 heures dans l'élégant salon de l'hôtel Villa Florentine, avec vue sur la majestueuse basilique Notre-Dame de Fourvière. J'avais choisi ce lieu spécial parce que je voulais annoncer officiellement ma décision concernant la succession de l'entreprise, entourée des personnes que j'aime. Mes frères étaient venus de Paris, ma belle-sœur avait amené les petits-enfants, et même quelques amis proches de la famille étaient là présents. Antoine est arrivé ponctuellement, impeccable dans son costume sombre, mais j'ai remarqué quelque chose de différent dans ses yeux verts. Une froideur qui m'a glacé le sang. Il a salué tout le monde poliment, mais quand il m'a embrassé sur la joue, j'ai senti une distance qui n'avait jamais existé entre nous. À ce moment-là, je ne savais pas encore qu'il avait préparé quelque chose qui allait changer nos vies à jamais. Le salon était décoré de fleurs typiques de la région, et l'arôme du vin de notre propriété flottait dans l'air pendant que les invités conversaient joyeusement sur les vendanges de cette année. J'étais sur le point de me lever pour faire mon discours quand Antoine a soudainement frappé sa coupe avec une cuillère, demandant l'attention de tous. Mon cœur s'est emballé. Cela ne faisait pas partie du plan. D'une voix ferme et calculatrice, il a déclaré devant tout le monde qu'il ne pouvait plus accepter ma têtue à ne pas lui céder officiellement l'entreprise. Il a dit que j'étais une femme contrôlante, que je nuisais à l'avenir de la famille et que, à partir de ce moment, il ne me reconnaissait plus comme une mère digne de respect. Le silence qui a suivi a été assourdissant. J'ai eu l'impression que le monde s'était effondré sur moi. Les larmes ont brûlé mes yeux, mais je me suis forcée à rester debout, même avec les jambes tremblantes. Les invités étaient sous le choc. Certains chuchotaient entre eux, d'autres baissaient simplement les yeux, gênés par la situation. Antoine a poursuivi sa cruelle déclaration, affirmant qu'il contesterait toute décision de ma part concernant l'héritage et qu'il avait des droits légaux sur la propriété. Il a mentionné qu'il avait déjà consulté des avocats spécialisés en droit des successions français et qu'il savait exactement quels étaient ses droits en tant que fils unique. Mon frère aîné a tenté d'intervenir, demandant le calme, mais Antoine l'a fait taire d'un geste. À ce moment-là, en regardant le visage du fils que j'avais élevé avec tant d'amour, j'ai réalisé qu'il n'était plus le petit garçon que je berçais dans mes bras en chantant des comptines françaises. Il était devenu un étranger motivé par la cupidité. Dans les jours qui ont suivi la confrontation publique, Antoine a mis sa menace à exécution et a intenté une action en justice contre moi. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la petite communauté de viticulteurs de la région, et je suis devenu le sujet des conversations dans les cafés de Lyon. Certains me soutenaient, d'autres se demandaient si j'avais vraiment été trop sévère avec mon fils. Pendant les nuits blanches, seul dans la grande maison en pierre, où Antoine a grandi, je repassais chaque souvenir que nous avions, essayant de comprendre où j'avais commis une erreur. Je me souvenais de l'époque où il était petit et m'aidait aux vendanges, ses petites mains sales de terre, son sourire sincère en voyant les raisins mûrs. Aujourd'hui, à 35 ans, il était devenu un avocat prospère à Lyon, mais il avait complètement perdu le lien avec nos racines. Le procès a été fixé pour décembre, et je savais que ce serait le moment de vérité. Le matin du procès, le palais de justice de Lyon était couvert d'une fine couche de neige. J'ai enfilé ma meilleure robe noire, la même que je portais lors des occasions les plus importantes de l'entreprise,
et j'ai marché d'un pas déterminé vers le bâtiment historique. Antoine était déjà là, accompagné de son équipe juridique, et m'a à peine regardé. Le juge, un homme d'âge moyen avec des lunettes et une expression sérieuse, a commencé à lire les documents de l'affaire. C'est alors que l'impensable s'est produit. Il a révélé que selon les registres officiels que j'avais déposés des années auparavant chez le notaire, le contrôle des actions du vignoble n'était pas à mon nom, mais bien au nom de sa défunte grand-mère paternelle, qui avait fait une donation spécifique avec des clauses très particulières. Antoine a pâli complètement, et pour la première fois depuis des mois, nos regards se sont croisés. Ce qu'il ignorait était sur le point de tout changer entre nous. Le juge a continué à lire les documents d'une voix posée, expliquant que Madame Dubois, la mère de mon défunt mari, avait fait une donation de son vivant très spécifique en 1985. Elle m'avait transféré 70% des actions du vignoble, mais à une condition fondamentale. Je ne pourrais disposer librement du patrimoine que si je démontrais que mon fils avait une maturité suffisante pour valoriser le travail familial. Dans le cas contraire, les actions seraient automatiquement transférées à une fondation caritative dédiée aux orphelins, conformément à ses dernières volontés. Antoine s'est levé brusquement, remettant en question la validité de ce document, mais le juge a été inflexible. Il a expliqué que toutes les formalités légales avaient été dûment remplies, avec des signatures reconnues et des témoins présents. La salle d'audience est restée dans un silence absolu, tandis qu'Antoine assimilait l'information. Sa grand-mère, qui l'aimait tant, avait exactement prévu cette situation. Je me suis clairement souvenu du jour où ma belle-mère m'a appelé pour une conversation privée chez elle dans le quartier de la Croix-Rousse. Elle était préoccupée par l'avenir de la famille et avait remarqué certaines tendances dans le comportement d'Antoine depuis son jeune âge. Avec sa sagesse de femme qui avait affronté 2 guerres mondiales, elle m'a dit que l'argent pouvait transformer les gens de manière imprévue. Elle voulait s'assurer que le vignoble reste entre les mains de ceux qui aimaient vraiment la terre et le travail acharné. À l'époque, j'ai accepté sa proposition, mais je n'aurais jamais imaginé que cette précaution serait nécessaire. Maintenant, en voyant le visage pâle d'Antoine au tribunal, j'ai réalisé à quel point ma belle-mère avait été visionnaire. Elle avait protégé non seulement l'entreprise, mais aussi notre famille d'une possible destruction causée par la cupidité. Cette femme sage avait prévu l'avenir avec une précision effrayante. Antoine était resté silencieux pendant de longues minutes, visiblement ébranlé par la révélation. Son avocat a tenté de soutenir que son comportement ne constituait pas un manque de maturité, mais seulement une divergence normale entre générations. Cependant, le juge a été catégorique en expliquant que la conduite publique d'Antoine, désavouant émotionnellement sa mère devant la famille et les amis, correspondait exactement au type de comportement que sa grand-mère avait prévu et tenté d'éviter. La documentation était claire. Tout acte de manque de respect public à mon égard entraînerait la perte automatique des droits successoraux. J'ai observé mon fils lutter contre les larmes, tandis que la réalité s'installait. Toute sa stratégie juridique s'était effondrée en quelques minutes. Il avait perdu non seulement l'héritage, mais aussi la chance de diriger l'entreprise que sa grand-mère aimait tant. Le silence dans la salle était perturbant, seulement rompu par le bruit des papiers que le juge rangeait. L'avocat d'Antoine a demandé une suspension de séance, et nous sommes sortis dans le couloir du palais de justice. Pour la première fois depuis des mois, mon fils s'est approché de moi, mais n'a pas réussi à prononcer un seul mot. Je voyais dans ses yeux la même confusion que celle qu'il avait quand il était enfant et cassait un objet de valeur sans le vouloir. Il était perdu, essayant de comprendre comment sa propre grand-mère avait prévu et s'était protégé contre son comportement. J'ai essayé de m'approcher, mais il a reculé, visiblement honteux de la situation. D'autres membres de la famille qui avaient assisté au procès observaient de loin, ne sachant comment réagir. Mon frère s'est approché et a murmuré que notre mère avait toujours été très sage et qu'il était peut-être temps pour Antoine
d'apprendre une leçon importante sur la famille et le respect. Dans ce couloir froid, éclairé par la lumière pâle de l'hiver lyonnais, j'ai senti que j'étais témoin du moment le plus crucial de la vie de mon fils. Il affrontait enfin les conséquences de ses choix. Lorsque nous sommes retournés au tribunal, le juge a annoncé sa décision finale. Les actions du vignoble seraient transférées à la Fondation Saint-Vincent de Paul, une institution caritative qui s'occupait d'enfants orphelins à Lyon, comme spécifié dans le testament de ma belle-mère. Antoine n'aurait droit qu'aux biens personnels que je déciderais de lui laisser. Mais l'entreprise échapperait complètement au contrôle de la famille. L'ironie était dévastatrice. En essayant de garantir son héritage par des moyens légaux, il avait tout perdu. J'ai observé mon fils quitter le tribunal en silence, ses pas résonnant dans les couloirs de marbre. J'étais moi-même sous le choc, car je n'avais jamais imaginé que cela en arriverait là. Malgré tout, j'ai ressenti une profonde tristesse de voir mon fils unique payer si cher sa cupidité. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma belle-mère avait été cruelle pour être bonne, forçant une leçon qui était peut-être la seule façon pour Antoine de mûrir et de comprendre la vraie valeur de la famille. 3 semaines après le procès, j'ai trouvé Antoine qui m'attendait à la porte du vignoble à l'aube. Il était plus maigre, avec de profondes cernes sous les yeux. Il n'avait manifestement pas bien dormi depuis la décision de justice. Pour la première fois depuis des mois, il m'a regardé dans les yeux et s'est excusé sincèrement. Il a dit qu'il avait passé des jours à réfléchir aux paroles de sa grand-mère et qu'il avait finalement compris qu'elle avait tenté de protéger notre famille. Il a reconnu que son ambition l'avait aveuglé sur ce qui importait vraiment, notre amour mutuel et l'héritage de travail honnête que nous avions construit ensemble. Nous avons marché parmi les vignes endormies de l'hiver et il m'a raconté à quel point il s'était senti perdu ces dernières années, sous la pression du succès dans l'avocature et l'envie de ses collègues qui avaient des héritages garantis. À ce moment-là, serré dans les bras de mon fils au milieu des vignes que nous avions plantées ensemble, j'ai su que la sagesse de ma belle-mère avait finalement fonctionné. Antoine avait appris la leçon la plus importante de sa vie. La vraie valeur réside dans les relations, pas dans l'argent. Dans les mois qui ont suivi notre réconciliation, Antoine a commencé à me rendre visite régulièrement au vignoble. Il avait réduit ses heures au cabinet d'avocat à Lyon et a commencé à s'intéresser sincèrement au processus de production du vin. Le voir apprendre sur la fermentation, le vieillissement et les techniques traditionnelles que j'avais perfectionnées au fil des ans m'a rempli d'une joie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ses mains, autrefois impeccables et manucurées, portaient maintenant les marques du travail de la terre. Il posait des questions sur chaque détail, de la taille des vignes au choix des barriques de chêne. Pendant les après-midi que nous passions ensemble, j'ai réalisé que mon fils redécouvrait ses racines et se reconnectait avec la passion familiale pour le vin. La transformation était visible non seulement dans son comportement, mais aussi dans sa posture et la façon dont il parlait de l'avenir. Il avait trouvé un but plus profond que de simplement gagner de l'argent. La Fondation Saint-Vincent de Paul, qui avait hérité du contrôle du vignoble, a surpris tout le monde par son approche. La directrice, Madame Corinne Laurent, une femme expérimentée dans la gestion de patrimoine, a proposé un accord qui honorait à la fois l'esprit de la donation et notre situation familiale. Elle a offert un contrat de location à long terme, me permettant de continuer à gérer la propriété tant que je vivrai, à condition qu'une partie des bénéfices soit destinée aux projets sociaux de la Fondation. Antoine a immédiatement soutenu la proposition, démontrant que sa mentalité avait complètement changé. Il a même suggéré de mettre ses connaissances juridiques à disposition pour aider la Fondation sur d'autres questions légales. Lors de cette rencontre au siège de la Fondation, dans l'élégant quartier de Bellecour, j'ai senti que nous construisions quelque chose de plus grand qu'une simple entreprise familiale. Nous créions un héritage qui bénéficierait à la fois à notre famille et à la communauté. Au printemps, Antoine a commencé à amener sa fille de 8 ans, Amélie, visiter le vignoble le week-end.
La petite fille, avec ses boucles dorées et ses yeux curieux, a montré la même fascination pour la terre que j'avais vue chez son père quand il était enfant. Elle courait entre les rangées de vignes, posant 1000 questions sur la façon dont les raisins naissent et pourquoi certains sont plus doux que d'autres. Antoine observait sa fille avec un sourire fier, et je voyais en lui l'homme que j'avais rêvé qu'il devienne. Nous avons remarqué qu'Amélie avait un lien naturel avec la nature, trouvant toujours de petits insectes intéressants ou notant des changements subtils dans les plantes. Dans ces moments-là, avec 3 générations réunies parmi les vignes, j'ai senti que le cercle se fermait de manière magnifique. Ma belle-mère, même si elle n'était plus avec nous, avait orchestré un plan qui était en train de sauver notre famille d'une destruction qui semblait inévitable. À la fin de l'été, Antoine m'a fait une proposition inattendue. Il voulait officiellement rejoindre l'administration du vignoble, non pas en tant qu'héritier, mais en tant qu'employé salarié. Il a dit qu'il avait appris plus sur la viticulture en quelques mois qu'en des années d'études de droit, et qu'il souhaitait consacrer sa vie à préserver le travail que nous avions commencé. Sa proposition incluait l'utilisation de ses connaissances juridiques pour étendre notre présence sur le marché international, toujours en respectant les accords avec la Fondation. Nous avons passé des heures à discuter de plans pour l'avenir, de la modernisation contrôlée de certains processus à la création d'un programme éducatif qui enseignerait aux jeunes la viticulture. Antoine avait trouvé sa véritable vocation, et j'avais enfin le partenaire que j'avais toujours désiré pour perpétuer notre tradition familiale. Ce soir-là, assise sur la terrasse de la maison principale, nous avons trinqué avec une bouteille de notre meilleur vin, célébrant non seulement notre réconciliation, mais aussi le début d'une nouvelle phase de notre histoire. La première année d'Antoine en tant que gérante officielle du vignoble a été marquée par des découvertes surprenantes. Il a mis en place un système de gestion qui combinait tradition et innovation, respectant les méthodes ancestrales tout en incorporant des technologies modernes de suivi de la qualité. Ses compétences en négociation, développées dans le droit, se sont avérées précieuses dans les partenariats avec des distributeurs européens. Ensemble, nous avons réussi à étendre notre marque à des restaurants sophistiqués à Paris et Bordeaux, en maintenant toujours les normes de qualité élevées qui étaient notre marque de fabrique. Antoine a également mis en place un programme de stage pour les jeunes de la région, offrant des opportunités d'apprentissage en viticulture à ceux qui montraient un intérêt sincère pour le domaine. Observer mon fils diriger avec sagesse et humilité m'a rempli de fierté. Il était devenu non seulement un homme d'affaires compétent, mais aussi un leader qui inspirait respect et admiration. La douloureuse leçon que nous avions vécue au tribunal s'était transformée en sagesse pratique. Pour le 2e anniversaire de l'audience qui a changé nos vies, Antoine a organisé une célébration spéciale au vignoble. Il a invité tous les membres de la famille, y compris ceux qui avaient été témoins de son comportement, à l'hôtel Villa Florentine, pour une cérémonie de gratitude. Dans un discours émouvant, il s'est excusé publiquement pour sa conduite antérieure et a remercié tout le monde de ne pas l'avoir abandonné pendant son moment le plus sombre. Il a également rendu un hommage spécial à la mémoire de sa grand-mère, reconnaissant que sa sagesse avait sauvé notre famille. À ce moment-là, entouré des personnes que j'aime, voyant mon fils assumer ses responsabilités avec maturité et humilité, j'ai su que le cycle était bouclé. Le vignoble continuerait d'exister, non seulement comme une entreprise, mais comme un symbole de la façon dont l'amour véritable peut surmonter même les moments les plus difficiles. Ma belle-mère, où qu'elle soit, était certainement fière de voir que son plan avait parfaitement fonctionné. 3 ans après la réconciliation, Antoine m'a surprise avec une nouvelle qui allait complètement changer notre dynamique familiale. Il avait décidé de se spécialiser en droit agraire et viticulture en suivant un master à l'université de Bordeaux. Sa dévotion aux études était impressionnante. Il passait les matinées à travailler au vignoble et les après-midi à étudier la législation spécifique sur les propriétés rurales et l'exportation de vin.
Il voulait devenir un expert qui pourrait aider non seulement notre famille, mais aussi d'autres producteurs de la région, à naviguer dans les complexités légales du secteur. Lors de nos dîners dans la cuisine de la maison principale, il partageait ce qu'il apprenait sur les appellations d'origine contrôlée, les réglementations européennes et les stratégies de marketing pour les vins artisanaux. Observer mon fils transformer sa passion pour le droit en un outil pour renforcer notre tradition familiale m'a rempli d'admiration. Il avait trouvé le moyen parfait de combiner ces deux vocations en une seule carrière significative. La petite Amélie, maintenant âgée de 11 ans, est devenue une présence constante au vignoble pendant les week-ends et les vacances de scolaire. Elle avait développé un intérêt particulier pour la chimie impliquée dans la fermentation, prenant des notes détaillées dans un carnet qu'elle avait reçu en cadeau. Antoine lui a construit un petit laboratoire où elle pouvait faire des expériences supervisées, testant différents niveaux de sucre dans les raisins et observant le processus de transformation. Ses professeurs commentaient comment elle appliquait les connaissances acquises au vignoble dans ses cours de sciences, toujours avec des exemples pratiques et un enthousiasme contagieux. L'après-midi, elle m'accompagnait aux dégustations, développant un palais raffiné qui impressionnait les visiteurs. Dans ces moments-là, voyant 3 générations de femmes unies par la même passion, j'ai senti que l'avenir du vignoble était assuré. Amélie représentait la continuité naturelle de notre tradition, combinant curiosité scientifique et amour de la terre. L'expansion internationale qu'Antoine avait prévue a commencé à porter ses fruits concrets. Notre première exportation officielle vers des restaurants à Londres a été un succès absolu, avec des commandes qui ont dépassé nos attentes initiales. Il avait établi des partenariats avec des sommeliers renommés qui valorisaient l'authenticité et la qualité artisanale de nos vins. La reconnaissance est venue par une récompense au concours général agricole de Paris, où notre millésime 2021 a reçu une médaille d'or dans la catégorie vins régionaux. Antoine a organisé une fête au vignoble pour célébrer cette réalisation, invitant tous les employés et leurs familles. Ce jour-là, en voyant notre petite propriété pleine de rire et de célébrations, j'ai réalisé à quel point nous avions grandi non seulement en termes commerciaux, mais aussi en tant que communauté unie. La médaille d'or a été encadrée et placée dans le bureau principal, symbolisant que notre dévouement avait été reconnu au niveau national. Au cours de la 4e année après notre réconciliation, Antoine m'a présenté un projet ambitieux qui combinait tradition et innovation sociale. Il a proposé la création d'une école de viticulture au sein même du vignoble, offrant des formations professionnalisantes aux jeunes de la région qui souhaitaient travailler dans le secteur. La proposition incluait des partenariats avec des universités locales et un programme de bourse d'études financé par les bénéfices de l'entreprise. La Fondation Saint-Vincent de Paul a soutenu avec enthousiasme l'initiative, y voyant un moyen concret de remplir sa mission éducative. Antoine a travaillé sans relâche pour obtenir toutes les autorisations nécessaires, appliquant ses connaissances juridiques pour naviguer dans la bureaucratie française. Lorsque nous avons reçu l'approbation finale du ministère de l'Éducation, nous avons organisé une cérémonie en présence des autorités locales et des représentants de la Fondation. À ce moment-là, serré dans les bras de mon fils, j'ai su que nous avions créé quelque chose qui transcendait notre propre famille, contribuant au développement de toute la communauté régionale. Le premier groupe d'élèves de l'école de viticulture est arrivé l'automne suivant, apportant une énergie jeune et renouvelée à notre propriété. Ils étaient 15 jeunes entre 18 et 25 ans, certains issus de familles rurales et d'autres de milieux urbains, tous unis par la passion d'apprendre la production de vin. Antoine a développé un programme qui combinait théorie et pratique, de l'histoire de la viticulture française aux techniques modernes de marketing digital. Je suis devenue responsable des cours pratiques, enseignant les secrets de la taille, de la sélection des raisins et des processus de fermentation que j'avais perfectionnés au fil des décennies. Observer ces jeunes absorber des connaissances avec soif d'apprendre
me rappelait l'importance de transmettre la sagesse aux générations futures. Amélie, même encore enfant, adorait aider pendant les cours, expliquant aux étudiants les expériences qu'elle faisait dans son laboratoire. Cette école était devenue le cœur battant de notre vignoble, garantissant que notre tradition non seulement survive, mais évolue continuellement. Au printemps de la 5e année, Antoine m'a fait une proposition qui scellerait définitivement notre partenariat. Il a suggéré que nous créions une fondation privée familiale, parallèle à la gestion de la Fondation Saint-Vincent de Paul, spécifiquement axée sur la préservation et la promotion des traditions viticoles de la région du Beaujolais. Son idée était de documenter les techniques ancestrales, de créer une archive historique des familles abbés productrices et d'établir un programme d'échange avec des régions viticoles d'autres pays. Le projet incluait la construction d'un petit musée sur la propriété, où les visiteurs pourraient apprendre l'histoire de la viticulture locale. Nous avons travaillé ensemble pendant des mois pour élaborer les statuts de la fondation, combinant son expertise juridique avec mon expérience pratique. Lorsque nous avons finalement enregistré la Fondation Dubois pour la viticulture traditionnelle, j'ai senti que nous avions non seulement honoré la mémoire de ma belle-mère, mais aussi créé un héritage permanent qui bénéficierait aux générations futures. À ce moment-là, observant mon fils signer les documents avec fierté, j'ai su que notre parcours s'était transformé en quelque chose de bien plus grand qu'une simple réconciliation familiale.